officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. C'est tout un voyage, Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour, je m'appelle Maria, je suis du comité de soutien pour Syrie au Brésil et je veux parler un peu sur la question s'il y a ou non un coup d'État au Brésil. Pour nous, le comité pour la Syrie, il n'y a pas un coup d'État au Brésil parce que le gouvernement de Dilma, ce n'est pas un gouvernement des ouvriers, ce n'est pas un gouvernement pour les travailleurs. C'est un gouvernement bourgeois dans lequel les entreprises et des multinationales ont fait des affaires et ont fait des géants profits durant son mandat et durant le mandat de Lula. Et alors, il y a une autre question que s'il y a vraiment un coup produit un coup au Brésil, les organisations ouvrières, à commencer par la CUT, la Centrale Unique des Travailleurs, elles doivent faire que ces ouvriers s'y arment et luttent contre le fascisme. Et ce n'est pas que la CUT fait. La vraie, est-ce que c'est les disputes entre les différentes fractions de la bourgeoisie brésilienne pour servir mieux l'impérialisme? Notre question, c'est que c'est le même PT qui a avalé les constitutions. Donc, il y a le processus d'impeachment qui maintenant, c'est laquelle qui fait des coupes au Brésil. Alors, pour nous, ce n'est pas des coupes. Les classes politiques au Brésil sont tous des voleurs et les uniques personnes au Brésil qui ne sont pas les voleurs sont les travailleurs. C'est ça que je veux dire. Merci. Et la lutte pour arrêter le massacre en Syrie. Parce que la France est complètement concernée dans le massacre en Syrie. Elle soutient, elle vend les armes à Poutine avec lesquelles il bombarde et il massacre en Syrie. Et puis, on vient de discuter en assemblée à partir de l'annonce de hier du 49.3, du passage de la loi travail avec le 49.3. Et on s'étonne, au moins nous, on s'étonne en écoutant les gens s'énerver de cette, s'étonner de ces degrés, de cette 49.3 là, c'est ça? Du déni de la démocratie. Mais on se demande pourquoi on s'étonne si la 5e République française, c'est celle qui a envahi le Mali, celle qui a bombardé la Syrie, celle qui a organisé les dictatures de l'Amérique latine d'où je viens, en organisant les pires des dictatures, même en apprenant aux dictateurs de l'Amérique latine les méthodes de torture qu'ils ont utilisées en Algérie. Il soutient la 5e République française, soutient l'État fasciste d'Israël. Alors pourquoi s'étonne-t-on d'un déni de la démocratie si en fait la démocratie de cette France, de la 5e République, c'est tout ce que je viens de dire. J'ai lutté contre les mines d'or. On a tué 2 de mes amis, des militants écolos qui ont créé un journal écolo qui s'appelle Le Pouille d'Abouti. L'un d'eux s'appelle Chris Wood. C'était un ancien skipper d'un bateau de Greenpeace. Et moi, on a essayé de me tuer. J'ai été menacé par un service de l'État français qui s'appelle la DGSE, c'est-à-dire l'espionnage militaire français. Ils ont essayé de me tuer et finalement, ils n'ont pas réussi à me tuer, mais à la place, ils m'ont mis en prison. Et donc, à la fin de mon séjour en Amazonie, j'ai été menotté par la gendarmerie française et on m'a condamné à 10 ans de prison en disant que j'étais le responsable de la guerre entre les Indiens et les mines d'or. On a dit que j'étais ce fou de blanc qui vit tout nu chez les Indiens et qui excite les Indiens pour se révolter contre les mines d'or et la pollution au mercure. Et donc pour empêcher ce blanc qui se mettait en travers des intérêts
des multinationales venues du Canada, parce que c'est eux, les Canadiens, qui sont les spécialistes mondiaux de l'exploitation de l'or partout et de plein d'autres mines d'ailleurs. Le Canada est le pays le plus dangereux du monde au niveau des mines, qui multiplie au Canada. Il faut voir le livre qui s'appelle Noir Canada, qui est exclusivement sur Internet, parce que le livre est interdit de vente par les multinationales canadiennes. Donc, à cause du Canada, qui a demandé à la France que je sois mis en prison, j'ai été mis en prison. On m'a condamné à 10 ans de prison et sur les 10 ans, dans le système français classique avec les remises de peine, j'ai exécuté ma peine de 1995 à 2001. J'ai été libéré en mai 2001 et j'ai rendu mon rapport à l'université le 11 septembre 2001, un jour un petit peu particulier. Et ce rapport s'appelle « Un parc contre les Amérindiens, histoire de la création du parc national en Guyane française 1960-2000 ». C'est le travail que j'ai fait et que j'ai signé de mon nom, à savoir Thierry Salentin. Et voici nos perles de la rue. Sur les toits de Paris, carrefour des destins, cœur entre tes mains, de ne jamais j'arrête, oublions toute rhétorique, sur les toits de Paris. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris, place de la République, à Nuit debout. On y va. Bonjour, vous pouvez vous présenter déjà? Oui, je m'appelle Joris, je suis juriste
spécialisé en droit du travail. Pourquoi Avocat debout cette fois? Avocat debout est né avec le mouvement Nuit debout, parce que Nuit debout est né initialement en réaction à la loi El Khomri, la loi, ce qu'on appelle maintenant la loi travail en France. Cette loi qui tire un trait sur 80 années de progrès social. Avocat debout est constitué par des avocats, des élèves avocats et des juristes, et nous donnons chaque jour des consultations juridiques gratuites et anonymes sur la place. L'objectif d'Avocat debout, c'est de démocratiser le droit, de l'apporter sur la place publique pour que les citoyens puissent se réapproprier le droit et que le droit ne soit plus l'arme des classes dominantes, mais aussi l'outil des luttes sociales. À l'infirmerie debout. Alors l'infirmerie debout s'est constituée parce qu'il y avait une nécessité face aux violences policières qui créaient beaucoup de blessés qui avaient besoin de soins immédiats, pas forcément énormes mais de soins immédiats. Et donc à partir de là, l'infirmerie s'est créée sur un mode d'une hiérarchie plate, ce qui fait que je ne peux pas parler au nom de l'infirmerie, je parlerai qu'en mon nom propre. Voilà. C'est juste votre motivation, voilà. Alors après, pourquoi je suis venu, moi, personnellement? Alors bon, déjà j'ai vu qu'il y avait une infirmerie qui se montait sur les Nuits debout. Ouais. Je trouvais ça plutôt intéressant qu'il y ait justement face à tout ce qui se passait. Et étant moi-même militant contre la loi El Khomri, j'ai trouvé que c'était une façon déjà pacifique et utile de militer. En fait. Et à partir de là, je me suis engagé et depuis, j'ai pas lâché. Merci. Je m'appelle Clémentine. Voilà. Je suis à la cantine. Voilà. Ce qui m'attire dans ce mouvement, c'est les échanges, le partage, les rencontres. Ouais. C'est ça qui est trippant, qui est accrocheur. Moi, je suis devenue addict à Nuit debout. Ça fait trop du bien. On croise des gens, on partage des moments. Ouais. On échange nos avis, nos expériences, la vie, et c'est juste fabuleux et magique. Yes. Et tu es dans la cuisine depuis que ça a commencé en fait? Le jeudi 31 à 18h30, j'étais là. Ouais. Et je suis à Nuit debout depuis. J'ai décalé ma vie, je vis la nuit et je dors le jour. Parce qu'après la cantine, moi je donne à manger à ceux qui sont là la nuit. Donc j'ai décalé mes horaires, je suis à l'envers. Je vis la nuit et je dors le jour. Mais c'est ça aussi qui est fabuleux. Ouais. Et avant la Nuit debout, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais aussi dans... Tu faisais rien avant ça? Et du coup, tu as eu un coup de cœur. Comment l'idée t'est venue de venir moi, là? Je me trouve à ma place. Je suis comme un poisson dans l'eau, si tu veux. Parce que moi, j'aime la vie, j'aime les gens. J'ai foi en l'être humain. Et de faire du bénévolat et de m'occuper des autres, ça me fait du bien. Ouais. Je me nourris du bonheur des autres. Donc voilà, je suis toujours là et j'espère que ça va durer encore très longtemps. En tout cas, on te souhaite une longue nuit à nuit debout. Exact. Une longue journée debout et une longue nuit debout. Nuit debout, coûte que coûte, quoi qu'il nous en coûte, ils nous mettront pas à genoux. Ouais. Ouais. Merci Clémentine. Au revoir. Ciao. Ouais, ben, deux mots alors. Qu'est-ce qui t'a motivé à être là, la cuisine debout, à la cantine debout, à la nuit debout? Cantine debout, nuit debout, je suis passée un beau dimanche, il y avait vraiment plein de monde sur la place, il y avait toutes les commissions qui étaient mises en place. Avec des amis, on s'est dit tiens, on va faire partie de la commission Amour aujourd'hui. Donc nous avons passé quelques temps auprès de la commission Amour. Et ensuite, en se baladant, j'ai demandé où est-ce qu'éventuellement il y aurait besoin d'un coup de main. La cuisine, c'était nécessaire. Je me suis investie à la cuisine comme je sais faire, en y prenant aussi beaucoup de plaisir, en faisant de belles rencontres. Et surtout en mettant en place tout un système de récupération de produits anti-gaspi finalement, qui permet ici de pouvoir recycler avec un certain nombre de produits, fruits, légumes, pain et autres, qui auraient été autrement à la poubelle. Et du coup là on réutilise tous ces produits
était destiné à être jeté pour pouvoir nourrir des centaines et des centaines de personnes tous les jours. On ne nourrit pas que les gens qui passent place de la République, hein. On amène aussi régulièrement de la nourriture, des sandwichs aux réfugiés à Stalingrad, ou bien ils viennent ici en chercher aussi. On nourrit régulièrement tous les gens des commissions qui n'ont pas forcément le temps d'aller se nourrir parce qu'ils sont très occupés sur la mobilisation et sur la logistique de ce qui se passe sur la place, ainsi que la commission SDF, des gens qui sont sur la place nuit et jour et qui ont des besoins réels, comme un certain nombre de ceux qui passent aussi pour venir manger auprès de nous tous les soirs. Mais pour en arriver là, il faut avoir un gros cœur. Il faut avoir un peu de temps, dynamique, avoir envie, voilà. Et après, de toute façon, on est dans le cadre du bénévolat, donc on n'est pas non plus obligé d'être là tous les jours, quoi, mais passer du temps ici, c'est vrai que c'est toujours assez agréable et c'est pas du temps perdu, on a toujours besoin de nous. Mon petit doigt me dit que tu travaillais déjà dans une association bien. Oui, mais moi la cuisine et la cuisine surtout en très grand nombre, c'est déjà quelque chose qui me connaît bien, donc c'est pas une corvée, quoi. Vraiment c'est un plaisir partagé. On échange des choses, on échange des recettes, des connaissances. Le nombre de gens qui ne savent pas le nom de certains fruits, de certains légumes, ou même comment ça se cuisine, c'est assez drôle, quoi. Ça va dans ce sens-là, mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on apprend des nouvelles recettes. J'ai à nouveau des recettes de gâteaux entièrement véganes, alors que j'en avais plus, on avait plus sous le coude des recettes de gâteaux véganes. Donc voilà, on apprend à réutiliser les bouts de produits, le pain rassis, enfin voilà, il y a plein de trucs qui s'échangent aussi autour de ça. Bon boulot, hein? Merci. Bon, moi je sais que tu t'appelles Anne, mais comment est-ce que les gens te reconnaissent? Par quel nom? Dis-moi comment tu t'appelles. Ah bah la cuisine, c'est Anne aussi, hein. Ok. C'est Anne dans la vie, c'est Anne pour les amis, ouais. Ok, merci Anne et à bientôt. À bientôt. Au revoir. La faille. Bonjour, vous êtes à Transmission, le journal officiel des 3W.web. Aujourd'hui, la grandeur d'un peuple. La grandeur d'un peuple est liée à sa qualité qui se distingue par son influence qui attire. Rien à voir avec l'impérialisme, qui est un stade avancé du capitalisme. Et oui, l'impérialisme, la domination militaire, économique, culturelle, etc., etc. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Et maintenant, derrière cette porte, la majorité invisible. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits, les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, sinon.
Tu vois, on s'aime plus. Donc l'histoire, c'est d'apprendre à se réaimer. C'est pour ça qu'on n'avance pas, justement. Bon, si on avance malgré tout, parce qu'il y a des gens il y a les inconnus qui font avancer. Il y a ceux qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend jamais, qu'on n'a jamais vu, mais qui sont beaucoup plus que nous tous. Donc moi, souvent, je prie pour ces inconnus. Je prie plus tellement pour les connus. Je prie pour les inconnus parce qu'ils sont plus nombreux que les connus. Tu vois, donc je me dis yes. Donc les inconnus de l'histoire et du mouvement, pas spécialement les humoristes ou les parallèles que les gens peuvent s'égarer. Je voudrais pas que les gens s'égarent dans mes propos. Mais je parle de ces inconnus, tu vois, de gens qu'on ne sait pas toujours. Ceux qui sont pas à la lumière, quoi. Comme par exemple, je connais quelqu'un, il s'appelle Akfeus, et tout le monde ne sait pas qu'Akfeus a été un promoteur de sound system d'un genre particulier qui a marqué un jour de cette histoire. Parce que dans nos longues dreadlocks, tous les spliffs qui ont été fumés sont inscrits. Tout est écrit. Le son d'Akfeus, il doit se balader quelque part par là. You know what I mean? Mais voilà, tu vois, donc yo, you know, Jah Wisdom, c'est ça, quoi. Donc peut-être qu'on va laisser un peu de place pour qu'on puisse jouer ce genre de rhythm and blues, qu'on puisse redanser avec nos qu'on puisse redanser avec une femme, qu'on puisse avoir des sentiments. Ça manque de sentiments. C'est qui produit le savoir? Et sur quel livre vous vous appuyez pour enseigner l'histoire de la traite négrière? Est-ce que vous vous enseignez sur les témoignages des anciens, etc. Est-ce que vous retournez en Afrique? Est-ce que vous parlez avec les vieux dans les Caraïbes? Ou vous attendez que l'éducation nationale vous ponde des livres? C'est ça le problème. Donc, les Africains vendaient d'autres Africains. Il y a eu des Africains qui ont vendu d'autres Africains. Mais est-ce que dans les livres d'histoire, on vous dit tous les rois qu'on a massacrés parce que justement, ils luttaient? Ça, on ne le dit jamais. Donc les enfants, donc moi je travaille avec les enfants de 10 ans à peu près, donc eux n'ont aucune notion de ça. Deuxièmement, la notion de commerce triangulaire, c'est une notion qui est fausse. C'est un commerce, donc déjà lorsqu'on fait un commerce, moi je ne viens pas avec des bateaux négriers, avec des canons, avec des instruments de torture, des mercenaires, etc. Donc ce n'est pas un commerce. Donc cette notion est totalement fausse. Troisièmement, la figure qu'on nous montre tout le temps dans tous les livres d'histoire, c'est celle de Schœlcher. D'accord. Alors, si vous attendez sur cette image pour expliquer à votre enfant comment nos ancêtres, moi je parle entre moi, nos ancêtres se sont libérés, il y a du boulot. Donc moi, je parle de solitude, je parle de Boukman, je parle de Koucho. D'accord? Donc tous ces noms-là ne sont jamais enseignés. Donc voilà ce qui se passe dans les classes. Je vais être très pratique. Donc lorsqu'on étudie cette histoire, les enfants blancs disent forcément il ne faut pas recommencer, etc. Ce n'est pas bien. Tous les enfants noirs, à 100% afrodescendants caribéens, c'est la question qu'ils le posent. Pourquoi ces esclaves ne se sont-ils pas révoltés? C'est ça qu'ils posent comme question. Il n'y a aucun professeur qui leur répond. Donc les enfants continuent à grandir comme ça, en pensant qu'il n'y a jamais eu de résistance. Donc il suffit d'expliquer déjà à ces enfants, de leur dire qu'il y avait Boukman, des choses, oui bon, il y en avait 10 milliers. Donc voilà le problème déjà de l'éducation nationale. Donc il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités, c'est ce que j'ai fait en tant que maire. Oui, donc vous avez pris. Donc voilà, j'ai pris la responsabilité d'écrire ce livre qui m'a pris 7 ans, qui s'appelle l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de la préhistoire à nos jours. Dans les films que j'ai vus dans mon enfance, est-ce que réellement, parmi toute cette bande de sauvages, même le plus sauvage d'entre eux est un blanc, c'est-à-dire il est plus civilisé que tous les sauvages, avec Tarzan. Il fallait faire tout ce travail-là. Et la question qui a été posée, j'ai envie de revenir sur la question directement, pourquoi est-ce que c'est pas enseigné? Eh bien, Abdoula dit quelque chose d'intéressant et je vais aller dans le dur directement. Dès qu'on ne s'intéresse pas, alors on néglige, on méprise. On domine les femmes, on néglige, on les méprise. Toutes les histoires dont on en a un peu rien à faire, on les met un peu de côté. Et là, c'est pareil. Là, je me mets dans la peau d'un personnage. Et pourquoi je le ferais? Je vous ai mis en esclavage pendant 400 ans. Je vous ai colonisé pendant 200 ans. J'ai provoqué des guerres en Europe, je vous ai fait participer, et puis ensuite, je vous ai méprisé. Et c'est pas encore terminé, je continue. Je vous appelle issus de l'immigration alors que vous êtes nés ici. Vos parents ont travaillé, payé des impôts, mais je les ai mis comme citoyens de seconde zone, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas participer au développement local et à la vie citoyenne. Et j'ai pas encore terminé. Je passe à la télévision, je laisse n'importe qui dire n'importe quoi sur vous, et il n'y aura aucun représailles, il n'y aura pas de répercussions. Donc en gros, c'est le rapport de force. Je ne dis pas qu'il faut manifester, sortir dans la rue et faire du bordel. C'est pas une question de noir ou blanc, c'est pas mon sujet là tout de suite. Je dis simplement,
mon oncle personnel avait une phrase à l'époque, tout le temps, il disait les faibles ici-bas ne comptent pas. Mais on ne compte pas. Pourquoi je vais raconter ton histoire? Pourquoi je vais me remettre en cause alors qu'à l'origine, j'ai théorisé que tu n'es pas un être humain. Tu ressembles à un être humain, mais tu es plus proche du singe, plus proche des animaux. Pourquoi aujourd'hui je vais venir à l'école et dire que tel philosophe s'est trompé, tel intellectuel s'est trompé sur ton compte, et qu'en réalité, tout ça n'a été que domination, nous avons été barbares, c'est nous qui avons été les sauvages. Ça n'a aucun intérêt, puisque c'est un système de domination. Il n'y a aucun intérêt à aller poser la vérité sur les bancs d'école et à dire à des gamins que tout notre système, depuis plus de 600 ans, s'est trompé. Ça n'a pas de sens. Alors, vous mettez en avant... Quand on voit toutes ces femmes africaines qu'on entasse dans des caves à Vincennes, comme des tables d'ordi qu'on jette à la scène de 12 ans, et que les anciens sont tous dans la veine. Oh là, où est l'amour, la fraternité, l'égalité? Oh là, où est l'amour, la fraternité, l'égalité? Diviser pour mieux régner. Voilà comment ça se passe. Les chapeaux visages, ils viennent s'attacher. Les chars, la banlieue veut nous accueillir. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est tout ravager. Cachez-vous bien, de nous allons vous protéger. Le budget répressif va être allongé. Bougez-vous bien, nous déclarons la patrie en danger. Vos droits civiques vont devoir être allégés. Noyés dans la paranoïa, tout le pays est effrayé. Par un chef de l'Élysée bien mal avisé, images diffusées, mal analysées. Ce soir la révolution sera télévisée. Le peuple est abusé, médusé. C'est pour mieux régner qu'ils cherchent à nous diviser. Au banc des accusés, justice récusée. En première ligne les visés veulent coloniser. Noyés dans la paranoïa,
aboient, ils aiment crier au loup qui se terre dans son effroi. C'est l'impasse pour la jeunesse aux abois, à qui l'on impose ses devoirs tout en lui niant ses droits. La rumeur est bien colportée, les racistes électeurs sont réconfortés. Aucune solution ne sera apportée, même si au fond certains rêveraient de pouvoir nous déporter. Tout le pays est effrayé, mais qui va donc payer? Noyé dans la paranoïa, tout le pays est effrayé. Ouais. A bientôt sur Gojo TV.